pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Oyez, oyez, vous voulez porter vos plus belles armoiries au bout du doigt? Faites appel à Gérard Descamps, le maître d'art qui grave les chevalières. Un design rond, harmonieux et qui traverse les âges, c'est bien la patte de Christophe Delcourt que nous reconnaissons là. Plutôt French cancan, claquette ou effeuillage burlesque, la capitale nous montre ses dessous pour un pari sur le thème du cabaret. Vous pensez que le pantalon est trop masculin? Que nenni! Avec les garçons, nous voilà rhabillés pour l'hiver. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de vue. De l'école des Gobelins à nos écrans ou encore à nos murs, Agathe nous entraîne sur son chemin créatif sans faute. Avec ses aplats de couleurs pop, elle habille et déshabille ses personnages épurés. De l'amour, des chats, des grandes embrassades et des rasades de couleurs envahissent son univers et le nôtre avec plaisir. Ah, Le Mans, sa course automobile, ses rillettes. Mais à quelques pas de là se niche un havre de paix répondant au doux nom de l'abbaye de l'Épau. Fondée en 1229, elle est un trésor d'architecture et d'histoire. Plus de moines à l'horizon, mais de nombreuses manifestations culturelles. Alors que ce soit pour les fanas d'histoire ou ceux en pleine digital détox, on saute le pas. Vous connaissez Blanche-Neige et les 7 nains? Eh bien, dans cet ouvrage, ils se sont multipliés et sont désormais 77. La pauvre Blanche-Neige se retrouve donc avec des tâches ménagères à la même hauteur. Ras-le-bol d'être asservie par le patriarcat et la charge mentale, elle rend son tablier. Une fable moderne. Vous êtes plutôt Cendrillon, alors il vous faut des chaussures à la hauteur. La marque Patricia Blanchet vous sort de vos petits souliers pour vous habiller de paillettes, d'éclairs rock'n'roll et de joyaux clinquants. Derrière tout ça, une histoire de famille qui donne naissance à ces petites merveilles. Allez, on enlève les charentaises et on en fait nos nouveaux chaussons. Blason, devise, vous pouvez désormais raconter votre histoire sans avoir besoin de maîtriser l'épée grâce à Gérard Descamps qui, lui, maîtrise l'art de la gravure. Fini la chevalière réservée aux grands noms de la table ronde. Et oui, sachez qu'aujourd'hui, même si votre aïeul n'était pas un noble bourgeois, la chevalière s'ouvre à la populace. Bienvenue dans l'atelier de Gérard Descamps, graveur héraldiste depuis 1972. Ici, armoiries et blasons sont gravés sur des chevalières et autres bijoux pour des particuliers ou des bijouteries. Le métier de graveur héraldiste consiste à travers une iconographie symboliste, à perpétuer une histoire, des valeurs, que ce soit familial, que ce soit national, régional ou ce qui fait l'identité d'un groupe. Aujourd'hui, le maître d'art transmet son savoir-faire ainsi que son atelier à Sarah, son élève. Le maître n'est jamais bien loin, mais c'est à Sarah de reprendre le flambeau. Et justement derrière son établi, la jeune femme grave une chevalière. Et vous allez voir que son métier ne consiste pas juste à graver. Avant cela, il faut faire des recherches pour que le blason soit le plus juste possible. Le client peut avoir à plus ou moins de documents, parfois juste une description, un blasonnement littéraire. Donc là, on construit le blason d'après la description. Parfois, il a lui-même fait un dessin ou il a des éléments dans sa famille, un bas-relief, une peinture, un document qui témoigne d'une version précédente du blason. Mais la difficulté liée à la gravure sur bijoux, c'est la taille du support qui ne mesure guère plus d'1 centimètre. Et pourtant, lorsque l'on passe les dessins à la loupe, les détails sont frappants, les proportions justes et les volumes respectés. Mais quel est le secret ? On travaille étape par étape. On commence par construire la silhouette, on la creuse, et dès qu'on commence à entrer dans le volume, on fait des empreintes en pâte à modeler pour regarder si le volume est juste. La seule véritable façon de parvenir à cette justesse, en fait, c'est d'avoir bien compris d'une certaine façon l'anatomie de l'animal. Et pour graver, pas d'outils motorisés, mais des échoppes qui vont servir à creuser le métal,
un marteau et l'outil indispensable du graveur, les poinçons, qui vont lui permettre de travailler le même motif en série. Mais au-delà de la technique, le métier de graveur héraldiste consiste aussi à garder une trace indélébile de l'histoire. Car après avoir peint sa vie sur les murs des grottes, l'homme a commencé à la graver dans l'argile grâce à ce genre de cylindre. En le roulant, les motifs gravés apparaissent sur la matière. Vous sortiez des grottes, vous avez des gravures qui apparaissent. Et là, s'il les gravait et à l'extérieur, c'est qu'il savait qu'il y avait une pérennité de la gravure. Que les éléments naturels, que ce soit la pluie, la neige, le froid, la chaleur, n'allaient pas détruire. Donc cette notion de graver, de gravure, d'incision a été très vite captée par les hommes. Les armoiries racontent bel et bien l'histoire des grandes familles. Mais sachez que Gérard et Sarah peuvent aussi imaginer un blason qui raconterait votre vie. On arrive à lier justement une valeur à un symbole graphique. Si on peut parler de force, de générosité, on va mettre un lion. Si on peut parler de lumière, de rayonnement, on va utiliser le soleil. Soleil, lion ou encore animaux imaginaires, à chaque histoire son symbole, de quoi redorer le blason de chacun. Bois, métaux, surface douce et couleurs intemporelles, Christophe Delcourt allie avec goût et succès les formes et les matières pour le plus grand bonheur des amateurs de design. Derrière les vitres de ce havre de paix parisien se cache l'atelier et showroom du designer Christophe Delcourt. Christophe a un parcours un peu atypique. Avant de devenir designer, il a fait beaucoup de choses, et notamment du théâtre. Mais son amour pour le dessin a fini par le rattraper. J'ai toujours dessiné, c'est-à-dire que c'est vrai que ma grand-mère m'a toujours dit t'as un talent pour ça, donc développe-le. Et donc ça a été quand même le fil conducteur, c'est le fil conducteur de ma vie. Autodidacte, Christophe apprend au contact des différents artisans qui lui apprennent le métier. Et quand on démarre avec si peu d'expérience, pas étonnant qu'il se souvienne de sa première pièce comme si c'était hier. La première pièce vraiment de mobilier, c'était un pouf, comme un fût en quelque sorte, et j'aimais la force, le noir de cette matière, avec toujours le côté un petit peu aléatoire d'une oxydation qu'il fallait révéler, ou voilà, du travail de l'acier qui allait par le feu réagir et se courber. Donc voilà, il y avait cette expression un petit peu, toujours un peu, jamais identique en tous les cas, mais qu'il fallait maîtriser. Cette première pièce signe son amour pour les matériaux. Christophe travaille l'acier, le verre, le marbre, le tissu et surtout le bois qu'il affectionne tout particulièrement. Mon matériau de départ, mon matériau de préféré, c'est vraiment le bois parce que c'est cette matière naturelle, cette matière unique, cette matière même presque souple. En fait, c'est assez étonnant. On peut, cette planche qui paraît comme ça très rigide, en fait, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. On peut en faire des courbes, on peut utiliser des droites, on peut faire des assemblages extraordinaires. Donc, c'est sans limite pour moi. C'est un matériau et un terrain complètement ouvert à mon imagination, quoi. Et puisque Christophe aime particulièrement travailler le bois, ça semble presque logique que la pièce qu'il préfère imaginer soit... Les tables. J'ai une passion pour les tables. Donc à la maison, on m'appelle le traumatisé du piétement parce que je trouve que justement, j'aime les tables, mais j'aime pas forcément les chaises. Donc parce qu'elles cachent le piétement. Il faut que le piétement soit en lien avec le plateau. C'est un meuble entier. C'est pas juste... Le pied n'est pas un support. Dans ses créations, Christophe aime jouer au magicien. Pas seulement avec les piétements et le plateau d'une table, mais avec tous les objets qu'il imagine, car il aime que la fabrication suscite la curiosité. C'est pas bien d'exprimer la complexité dans une pièce, mais c'est intéressant de savoir qu'il y ait du mystère dans la fabrication. C'est-à-dire qu'on se dise, ah, c'est intéressant ça, et comment c'est fait, comment ça tient debout.
Quand on fait du design, il faut évidemment penser à la fonction de l'objet, mais Christophe va plus loin. Il aime mettre en avant les objets, mais également la personne qui s'assiera sur son canapé. J'aime les éléments dans lesquels les gens deviennent beaux. Je n'aime pas forcément dessiner un canapé dans lequel on est vautré, par exemple. Je préfère une certaine tenue parce que je trouve que voilà, un corps est plus beau s'il a une belle attitude. Donc je dessine aussi en fonction de ça. Christophe est designer et architecte d'intérieur, mais également éditeur. Clémentine Giacona et Frédéric Forest font partie de ces designers que Delcourt Collection édite, et ce qu'ils apprécient, c'est la vision qu'ils partagent avec Christophe et ses équipes. C'est avant tout en fait quelqu'un qui est créatif, c'est un designer, c'est quelqu'un qui connaît les matières, qui connaît le dessin. Donc on a partagé en fait tout de suite le dessin et très vite aussi la beauté des matériaux et des matériaux bruts, des matériaux finis. Et on s'est retrouvés dans la même écriture, dans la même grammaire. Comme si on se passait le crayon en fait. Et du coup, c'est jamais figé dans la proposition, au contraire. Et il y a, comme tu disais, en fait, il y a un dialogue permanent. Et c'est ce dialogue-là en fait qui est assez rare en fait. Une chose est sûre, qu'elle soit de Christophe ou des designers que Delcourt Collection édite, vous trouverez des pièces imaginées pour traverser les générations. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre showroom incroyable, en plein cœur de Paris. Effectivement, on est rue de Babylone, dans la nature, sous le soleil aujourd'hui. Christophe, vous avez dit une fois que vous aimeriez pas laisser une empreinte, mais un esprit. Quel est cet esprit que vous voulez laisser ? Je ne sais pas si je ne laisserai pas d'empreinte, mais je laisserai des choses concrètes, du mobilier en tous les cas, puisqu'en fait, l'idée de la maison, c'est de fabriquer, de produire des pièces. Donc j'espère qu'elles dureront dans le temps et qu'elles se transmettront et que les gens, voilà, les gens qui aujourd'hui choisissent ces pièces, les resteront dans la famille et iront pour leurs enfants. Alors important. justement, on va parler de ça, votre cheval de bataille, votre concept et votre quête. Ce sont les meubles qui durent, et ce sont les meubles qui se transmettent, et vous êtes complètement à contre-courant avec certains industriels qui font des meubles qu'on garde une saison ou deux et qu'on jette ensuite parce qu'ils s'écroulent. Pourquoi cet esprit-là ? J'ai appris effectivement au contact des autres, et surtout dans les ateliers, et vraiment c'est l'approche de la fabrication qui m'a fait découvrir mon travail. J'ai commencé à dessiner grâce et avec eux, parce qu'ils m'ont donné des clés, des portes d'entrée. Donc c'est vraiment mon métier est parti de la matière et des savoir-faire. Justement, du coup, quand vous avez une idée, un projet, vous pensez d'abord à celui qui va le réaliser ? Toujours, Ah oui. essentiellement. C'est-à-dire que pour moi, il est impossible de partir du dessin et d'aller voir quelqu'un en disant « voilà, fabriquez-le ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Je dessine parce que je connais quelqu'un qui va pouvoir le fabriquer, avec qui j'aurai un échange. Et de toute façon, j'aurais beau avoir toutes les meilleures idées du monde, si je n'ai personne pour le fabriquer, elle n'existera jamais, cette pièce. Donc l'échange est essentiel et la recherche permanente de savoir-faire est primordiale dans ce que je fais aujourd'hui. Une de vos particularités est aussi que vous êtes architecte d'intérieur, designer et éditeur. Il était important pour vous de suivre la chaîne jusqu'au bout et de pouvoir éditer vos propres créations ? Ben c'est déterminant, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas pu commencer mon parcours en allant voir des gens, leur disant « voilà, je suis designer, est-ce que ce dessin vous intéresse, est-ce que vous avez envie de le produire ?» Non, parce que je partais de rien, je n'avais pas fait d'études. Donc vous étiez obligé. J'étais obligé, je n'avais pas le choix, donc il fallait que je produise moi-même les pièces. Je n'avais pas le talent pour les fabriquer, mais j'apprenais au contact des autres. Et c'est parce que les autres m'ont fait confiance, ils m'ont dit « ah oui, c'est intéressant quand même ton dessin, on pourra… » C'est ce qu'on pourra faire avec. Exactement. Et du coup, c'est le contact avec les artisans qui vous a emmené à être éditeur. Exactement. Alors, vous avez dit aussi une fois que vous travaillez comme un photographe. Vous avez un cadre, une composition, et puis la lumière. Et quand on voit votre showroom, je peux très facilement comprendre quelle importance a la lumière. Ouais. Et j'ai jamais lu ça par ailleurs d'un autre designer qui parle autant de la lumière que vous.
C'est presque même, je suis presque metteur en scène en fait. Je pousse un peu plus loin ce que vous dites parce que dans une maison, on travaille aussi par plans successifs. C'est-à-dire qu'il y a une première scène, il y a une table par exemple, et puis derrière, on va deviner aussi un canapé avec une cheminée au loin. Donc c'est important de travailler par progression. On pénètre dans des endroits. Tout ça, il y a un lien, il y a une interaction entre ces éléments-là. Et le meuble, pour moi, fait ce lien. Donc je travaille beaucoup sur la façon dont on va les disposer. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Christophe? Beaucoup de choses, parce qu'un designer, faut regarder tout ce qui se passe. Hein, c'est la vie. Hein, faut être ouvert. Faut avoir les yeux grands ouverts. C'est vrai que moi, je suis très attaché à aller me promener voilà, dans plein d'endroits. J'aime la nature, c'est aussi une source d'inspiration. Énorme, énorme. Et puis voilà, j'aime quitter Paris, j'aime aller faire du cheval avec mes enfants et voilà mais c'est très simple. Hein. Par exemple, des fois, on voit une souche de bois et puis d'un seul coup, ça devient. C'est l'idée pour le démarrage d'un piétement parce qu'effectivement, il y a une forme, il y a une ondulation, il y a quelque chose qui voilà, c'est une attention, c'est une curiosité. Je suis curieux par nature et j'aime les défis, donc tout m'intéresse. C'est très bien. Merci, Christophe. De rien, merci. Pas la peine de savoir faire la roue ou le grand écart pour apprécier le repérage du jour. Aujourd'hui, c'est Cabaret à Paris. The show must go on. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale à la recherche du Paris Cabaret. Vous reconnaissez ce moulin qui brille à la tombée de la nuit? C'est évidemment le Moulin Rouge. 2 représentations par soir, 365 jours par an, 70 artistes de plus de 14 nationalités différentes éblouissent les spectateurs venus du monde entier. Bientôt 130 ans que leurs yeux sont émerveillés par ce spectacle, mais avant de plonger dans les coulisses du moulin, un peu d'histoire. Les créateurs du Moulin Rouge, Euler et Zidler, ont décidé de faire du Moulin Rouge le palais de la danse et de la femme. Et pour cela, en 1889, ils ont repéré une danseuse qui dansait un peu plus loin sur le boulevard de Clichy, qui s'appelait la Goulue. Et elle est venue au Moulin Rouge et évidemment, elle est devenue la reine du Moulin Rouge. Et d'ailleurs, c'est elle qui a amené Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge la première fois. Et les créateurs du Moulin Rouge ont eu l'idée de lui demander de créer la première affiche publicitaire pour le Moulin Rouge. Et cette affiche a fait scandale parce qu'évidemment, dans cette affiche, la Goulue a une posture très vulgaire pour l'époque. Elle montre sa culotte, alors que voilà, qu'à l'époque, les femmes ne montraient même pas leurs chevilles. Et on sait que tout ce qui fait scandale attire. Et tout le monde s'est rué au Moulin Rouge pour voir danser cette fameuse Goulue. Depuis 130 ans, le rituel est le même. Au moulin, on admire le spectacle, mais on déguste aussi la cuisine du chef David Lequelec, reconnu par le Goemio. Le repas se fait toujours avant pour ne pas louper une miette du spectacle. Pendant ce temps-là, les Doris Girls se préparent. Parmi les critères exigés pour être danseuse au moulin, une taille d'au minimum 1,75 m et une formation en danse classique. Après le maquillage, place aux échauffements, indispensable notamment pour le fameux French Cancan, une danse difficile mais pleine de sens. Issus évidemment des figures révolutionnaires qui sont nées sur les barricades. Alors, par exemple, vous avez une figure qui s'appelle la cathédrale. Ce sont quand 2 danseuses mettent leurs jambes bout à bout et ça symbolise en fait le toit d'une église. C'était une manière de se moquer à l'époque du clergé. Mais pas de cancan sans costume. Le moulin compte plus de 1000 costumes, 800 paires de chaussures et on n'a pas compté les plumes qui sont créées et rafistolées dans l'enceinte même du moulin. Un spectacle féerique qui n'est pas prêt de s'essouffler. Et si le glamour des Doris Girls vous a inspiré, Mademoiselle Loison, artiste d'effeuillage et de revue parisienne depuis 10 ans, a ouvert son école de danse Oh là là Party. Et on s'est glissé dans un cours d'initiation d'effeuillage qui est une discipline de cabaret où l'on apprend l'art de se déshabiller avec glamour et humour sans vulgarité. Le public qui vient à Oh là là Party, c'est vraiment des femmes de tout âge, de tout style, de tout milieu professionnel aussi. Il y a vraiment des femmes très différentes. Moi, le but de la partie, c'est de rendre accessible la discipline, de la rendre ludique, de vraiment avoir une approche pédagogique très conviviale, un bon enfant, dans laquelle on va quand même apprendre beaucoup de techniques. Mais l'idée, pour moi, est qu'elle s'amuse.
Vraiment qu'elles s'amusent, qu'elles prennent du plaisir, que ça soit festif et joyeux comme doit l'être l'esprit des cabarets. Ici, on laisse les complexes au placard, le but est de se divertir et de jouer avec la musique et son corps pour se familiariser avec la discipline. Si les danses de cabaret vous inspirent mais que vous êtes plus un Américain à Paris que Satine du Moulin Rouge, direction Swing Tap, la seule boutique de claquettes de Paris. Martin Sonneau est suisse et après avoir fait ses premiers pas à Broadway, il fonde son école de claquettes à Paris. Très vite, il se rend compte qu'il y a peu de boutiques dédiées aux claquettes et il décide de faire tapisser les murs de son école de boîtes à chaussures pour en faire une école boutique. Des charleston, des talons, des blanches, des roses et des noirs, chacun peut trouver chaussures à son pied. Une femme en pantalon à l'allure chic, décontractée et prête à affronter la vie, c'est le challenge de la marque Les Garçons. La tête sur les épaules et les 2 pieds sur terre. Voici Charlotte Rampling, Jane Birkin, Katharine Hepburn, Marlène Dietrich ou encore Lorraine Bacall, 5 icônes féminines pour 5 coupes de pantalons. Une collection en hommage au mouvement des garçons des années 20, loin des clichés de la mode, imaginée par une jeune créatrice, Marine Escura. Je porte toujours des pantalons, donc ça c'est vraiment un truc depuis que je suis toute petite, je suis Madame Pantalon. Je suis un peu un garçon manqué dans l'âme, donc il y avait quand même une certaine évidence de faire une collection un peu androgyne, en tout cas unisexe, qui s'adressait aux hommes comme aux femmes, ou alors inspirée du vestiaire homme pour les femmes. Marine a été responsable d'une école de mode à Madrid avant de revenir à Paris pour être styliste freelance. En 2017, elle décide de lancer sa propre marque et sa première muse pour cette collection, c'est sa grand-mère. C'est quelqu'un qui est né dans les années 20 et elle était complètement intemporelle. Elle m'a appris que la modernité n'a pas d'âge. C'était une femme très forte, indépendante. Elle a divorcé, elle avait 20 ans, en 40, le truc c'était improbable. Oui, c'était quelqu'un qui a énormément voyagé aussi, qui s'est intéressée à beaucoup de cultures, très ouverte. Au décès de sa grand-mère, Marine trouve chez elle une garde-robe remplie de trésors. J'ai récupéré de chez ma grand-mère des très beaux pantalons qui étaient fabriqués en France dans les ateliers. À l'époque, elle venait à Paris exprès pour acheter chez les couturières des pièces comme des pantalons ou des vestes. Donc j'ai récupéré de chez elle, je les ai beaucoup portés, on m'a beaucoup complimenté. C'est des pantalons vraiment un peu grands pour moi, donc je les ceinturais beaucoup. Mais tous à plis, taille haute, avec des couleurs et des coupes improbables, quoi. Avec son héritage, Marine souhaite lui rendre hommage et elle crée une ligne de pantalons inspirée des siens. La jeune créatrice commence par faire une vente auprès de ses amis, puis dans une boutique normande. Aujourd'hui, on trouve ses créations dans 4 magasins en France. Ça a été vraiment comme ça, petit à petit. Il fallait aussi que j'apprenne, que je fasse des erreurs, que je trouve mon circuit de fournisseurs et de collaborateurs. Et Marine sait bien s'entourer. Son fournisseur de tissus est à Paris, il récupère les surplus des grandes maisons. Marine crée donc en fonction de ce qu'elle déniche. C'est que des très jolies matières, surtout en Italie, parce que moi je travaille beaucoup la laine. Je viens ici une fois par semaine pour voir un petit peu ce qu'ils ont, et puis souvent ils m'appellent aussi quand ils ont une belle pièce. Ça crée de la nouveauté régulièrement, ça crée de l'exclusivité parce que c'est des petites quantités. Donc après, c'est vrai que à partir du moment où je distribue dans un peu plus de boutiques, ça va être un peu compliqué de travailler comme ça. Mais ça ne m'empêchera pas de faire des exclusivités pour certaines boutiques aussi. Donc ça, c'est assez chouette. Ça permet encore une fois de fidéliser aussi les clients. Ateliers de couture, fournisseurs en tout genre, tous se trouvent en Île-de-France. La jeune femme tient à travailler en circuit court pour avoir la main sur chaque étape de production. Je viens les voir, ça me fait plaisir en plus à chaque fois de les voir. C'est rapide, ils savent exactement ce que je veux, ce dont j'ai besoin. C'est une relation de confiance. Le fait de travailler aussi en circuit court, c'est qu'ils se connaissent entre eux, tous mes fournisseurs. Donc ils peuvent s'appeler, ils peuvent aussi voir des choses ensemble. Si j'ai besoin de quelque chose, ça peut être plus rapide aussi. Marine veut ses collections intemporelles. Pas de suivi de saison, seulement des matières légères ou plus chaudes, avec toujours 5 coupes de pantalons différentes. Il y a des coupes qui ont très très bien marché sur différentes femmes et différentes morphologies, parce que c'est important aussi de répondre à pas qu'une seule femme. Donc ces pantalons-là, ils vont me suivre en fait saison après saison. Et après, chaque saison, il va y avoir 2 nouveautés. Un, on va dire un petit peu plus basique,
et un plus créateur. Pour la suite, Marine souhaite développer un service de demi-mesure ou encore créer une veste. Mais rassurez-vous messieurs, il y en aura bientôt pour vous aussi. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!